Et je vais passer la parole à Philippe Prudon, qui va animer la table ronde sur l'eau. Voilà, merci Philippe, c'est à toi. Alors j'ai présenté mes trois invités. Tout d'abord, Patricia Blanc. Alors ça fait longtemps qu'on se connaît avec Patricia Blanc. Alors soyez pas surpris qu'on s'appelle par nos prénoms. Voilà. Donc Patricia Blanc est de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable. Et parmi les différentes missions qu'elle a pu avoir, les postes qu'elle a pu occuper, elle a été aussi directrice générale de la DGPR et puis directrice générale de l'agence Eau Seine-Normandie. Donc vraiment une grande expérience pour le sujet qui nous intéresse ce matin. Frédéric Fournet est PDG de Alsachimie. Il a eu plusieurs postes aussi en tant que directeur des opérations à Saint-Fond, directeur à La Rochelle. Et puis, il a un rôle tout particulier au sein de notre fédération, puisqu'il est président de Franchimie Grand Est, et puis il est président coordinateur des différentes régions. Donc, il nous fera voir là aussi quel rôle utiliser au niveau des Franchimies sur l'ensemble du territoire. Et puis, Jean-Yves Robin, qui est directeur monde projet eau pour Arkema. C'est assez rare pour le préciser. Jean-Yves a eu de nombreuses fonctions, et en particulier aussi à l'étranger. Il a été General Manager Arkema à Shanghai sur tout ce qui est eau oxygénée, directeur manufacturing pour la business unit acrylique, et puis directeur des opérations Bostik à Shanghai. Donc une grande expérience en particulier sur l'Asie. Quand on a préparé cette table ronde, il nous fera part justement de cette expérience en Asie. Donc, quel levier pour renforcer la résilience de la chimie face aux épisodes de stress hydrique? Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça en 3 temps. Le premier, c'est le constat, sécheresse. Malheureusement, même si aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas, mais dessous, malheureusement, là, il y a un souvenir qui est quand même très important. Deuxième temps, c'est le plan eau du gouvernement. Et puis, troisième temps, envisager les solutions. Donc, peut-être se dire qu'en 2022, l'épisode sécheresse a été particulièrement sévère sur l'ensemble du territoire, contrairement à l'habitude. Et puis, le deuxième point, c'est la période. Ça ne s'est pas résumé au mois de juillet ou au mois d'août, mais ça a été pratiquement sur 6 mois. Alors, les prélèvements, c'est 32 milliards de mètres cubes qui sont prélevés en France par an, et l'industrie représente à peu près 8%. Et la chimie et la pharma fait à peu près la moitié de la contribution de l'énergie. Alors c'est bien des prélèvements, il n'est pas des consommations. On reviendra là-dessus. Et puis on voit bien qu'il y aura des compétitions entre les usages. Donc la France connaît donc cet épisode, ce qui a valu d'ailleurs une mission RETEX. Et c'est Patricia Blanc qui a eu la responsabilité de cette mission. Patricia, quel retour vous en faites? Quels premiers enseignements vous en tirez? Bonjour à tous. Alors là, premier exercice. Je vous donne celui-là comme ça. Avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'abord au président de Franchimie de son invitation pour parler d'eau. Je pense qu'on a rarement autant parlé d'eau, en tout cas dans les médias. Et la mission que j'ai eu l'honneur de diriger a donc rendu son rapport il y a quelques semaines. Et ce qui était nouveau dans cette mission, c'est la présence du ministère de l'Intérieur avec nous. C'était une mission interministérielle et pour une fois, le sujet n'était pas confié qu'au ministère de l'Environnement, mais on avait un regard de plusieurs inspections générales. Et la présence du ministère de l'Intérieur en particulier montre que la préoccupation sur l'eau est devenue maintenant un vrai enjeu de souveraineté et pas seulement un sujet dans la sphère environnementale ou dans la sphère sanitaire. C'est vraiment un sujet de souveraineté pour l'ensemble de nos usages stratégiques et notamment, évidemment, pour l'industrie. Alors, le retour d'expérience de la sécheresse 2022, moi, ce qui m'a le plus frappé et ce qu'on a mis en avant dans le rapport, c'est la vulnérabilité du système d'eau potable. Moi, je ne m'y attendais pas personnellement. Ça fait longtemps que je travaille sur ces sujets. On a des budgets conséquents, les collectivités, l'État, sur les systèmes d'approvisionnement, de distribution, de traitement de l'eau potable. Malgré tout, on a encore des portions du territoire qui sont fragiles de ce point de vue. Et avec des sécheresses un peu aiguës, on ne peut pas exclure qu'une ville ou qu'un quartier important d'une ville soit un jour délesté, comme on dit en électricité, en tout cas interrompu en approvisionnement. Et c'est une des choses qui m'ont frappée. Alors ça ne s'est pas produit en 2022, mais on a eu quand même plus d'1 millier de communes qui, sur toute ou partie de leur territoire, ont dû, en catastrophe, chercher des solutions d'approvisionnement, y compris distribuer des bouteilles d'eau minérale, parce qu'il n'y avait plus d'eau au robinet. Voire aller faire circuler de l'eau en camion pour alimenter les châteaux d'eau pour distribuer de l'eau au robinet. Donc c'est une situation qui est inquiétante sur l'eau potable et qui nous amène évidemment à
être très vigilant dans la préparation de l'été 2023, parce que vous savez tous que la recherche de cet hiver, je pense que vous l'avez vu, est malheureusement insuffisante pour qu'on soit serein sur l'été 2023. Alors si je regarde plus particulièrement l'industrie, les sujets qui nous ont un peu frappés, c'est... Bon, je pense que pour l'industrie, la sécheresse n'a pas été un problème majeur en 2022, mais vous me contredirez. J'ai compris que des solutions avaient pu être trouvées localement entre les directeurs de sites et puis les préfets, là où il y avait des tensions, pour éventuellement réduire l'activité. Ce qui a pu aider, c'est qu'évidemment l'épisode s'est produit en juillet-août, donc pas un moment où c'était le plus compliqué éventuellement de reporter certaines opérations de maintenance. Malgré tout, ça pourrait devenir compliqué dans les années qui viennent, voire dès l'été prochain. Et donc, si on a un conseil à donner du point de vue de la mission d'inspection, c'est d'anticiper et de se préparer. Alors, pour anticiper, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Le BRGM, je pense que vous l'avez vu, publie régulièrement des cartes de prévision du risque de sécheresse, s'allie avec Météo France pour ça. Alors, ce qui est plus facile, c'est de surveiller le niveau des nappes. Et donc, on a des cartes qui montrent que les 3/4 des nappes ne sont pas suffisamment rechargées là, à cet instant. Et on sait d'abord, sur le territoire, on sait identifier les zones qui sont les plus à risque pour l'été prochain. Donc ça, première anticipation, c'est se documenter. Et puis ensuite, programmer, regarder ce qui peut être fait en termes de programmation d'arrêt ou d'opération de maintenance aux périodes, évidemment, les plus à risque de sécheresse. L'autre sujet qu'on a beaucoup insisté pour porter, c'est la connaissance, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne connaît pas très bien. Autant on connaît, comme l'a dit Philippe, les prélèvements annuels, c'est-à-dire qu'on sait dire 52 milliards de mètres cubes par an, autant quand on est en crise, on ne sait pas à l'instant T les prélèvements, contrairement à l'éco-watt de l'électricité qui peut s'appuyer sur un dispositif assez performant de pilotage du réseau. Sur l'eau, on n'a pas l'équivalent. Voilà. Et donc, il faut qu'on déploie des compteurs communicants, des compteurs intelligents, comme ça s'est fait sur l'électricité, et comme ça se fait, ça commence à se faire sur l'industrie, sur chacun des postes de consommation d'eau. Voilà. Sur les restrictions et les mesures de restriction qui s'appliquent, ce qu'on constate, c'est encore une grande diversité d'un département à l'autre. Et on a proposé à la DGPR d'être plus explicite dans un cadrage national, parce que autant on connaît bien le souhait de souplesse des ICPE et d'adaptation au cas par cas et de discussion avec les préfets, autant sur un sujet comme celui-là, il faut que les services puissent aussi s'appuyer sur un cadrage national et que les industriels puissent voir d'un département à l'autre des choses un peu homogènes et pas un coup une restriction par volume ou un coup une restriction par horaire, voilà, pour sans rentrer dans les détails. Peut-être j'arrête là pour le reste. Oui, ça permettra de rebondir, merci en tout cas. Frédéric, en quoi la chimie est-elle vraiment dépendante de cette ressource en eau, et est-ce qu'il y a réellement un risque d'arrêt de production du fait de cette situation de sécheresse? Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, en fait, en termes de dépendance, donc il y a de nombreux... Je ne sais pas si ça va. Si, ok. bon. Il y a de nombreux chimistes dans la salle, donc c'est pas à eux que je vais apprendre que, bon, globalement, pour faire de la chimie, il faut chauffer des masses réactionnelles pour que la réaction puisse se faire. Il faut également vaporiser des produits pour les purifier par distillation. Et quand on chauffe et qu'on vaporise, il faut refroidir et condenser. Donc la première utilisation de l'eau dans la chimie, c'est bien sûr le refroidissement, très clairement. Mais au-delà de ça, il faut également laver les installations pour les mises à disposition, pour les intercampagnes. Il faut également produire de la vapeur. Pour produire de la vapeur, il faut de l'eau déminéralisée. Donc tout ça, c'est effectivement des prélèvements d'eau. Donc la chimie, comme tu l'as dit, Philippe, est très dépendante effectivement de la gestion de l'eau. Il y a une autre dépendance dont on parle moins, c'est les transports. La chimie utilise beaucoup le transport fluvial. Et ça peut être effectivement, et on en reparlera sans doute, une source. Alors c'est un transport très vertueux, très vert, entre guillemets, mais c'est également un transport qui est à risque. Voilà. Donc globalement, une chimie très dépendante de la gestion de l'eau. Alors c'est plusieurs par bassin, c'est plusieurs milliers de mètres cubes d'eau. J'espère qu'on va se mettre d'accord sur les unités, mais voilà. Donc ça représente, comme tu l'as dit, 4% de la consommation. Donc c'est vraiment important. Du prélèvement. Des prélèvements, oui, pardon. Tu as raison. Alors, la bonne nouvelle, là, c'est que 83% de nos adhérents chimistes sont totalement convaincus que l'eau, c'est un enjeu important pour l'avenir. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on a affaire à des industriels qui sont totalement conscients de cette situation et qui donc sont prêts à progresser. Et je voulais simplement rappeler que dans les 20 dernières années, les mêmes industriels de la chimie, on a réduit nos prélèvements d'eau de l'ordre de 20 à 30%, ce qui est quand même déjà pas négligeable. Et heureusement qu'on a fait cet effort dans la situation qu'on rencontre aujourd'hui. Donc quels sont les risques? Vous m'avez parlé de dépendance, je voudrais également dire quelques mots sur les risques.
Donc le premier, bon, je vais citer toujours le transport fluvial. Le vrai risque, c'est qu'on ait à imaginer des nouvelles solutions demain, parce que les niveaux d'eau dans les rivières et les fleuves vont être forcément impactés. Moi, je me rappelle à titre personnel un épisode en 2018 où on avait connu des basses eaux sur le Rhin qui avait fait que pendant 3 semaines, on n'avait pas pu amener nos matières premières par barge. Faut imaginer une barge, et c'est 2000 tonnes de produits. Hein. Donc voilà, pour remplacer 2000 tonnes de produits, il faut 100 camions. Donc voilà, donc on a perdu pendant 4 semaines ce transport vertueux. On a multiplié les risques, forcément. Donc à nous de nous adapter, de penser à la nouvelle supply chain de demain, des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire pour pouvoir utiliser nos rivières avec des niveaux plus bas, très certainement. Et puis le gros risque que je voulais mentionner ici, c'est bien sûr le risque d'avoir des conflits d'usage, c'est-à-dire d'avoir affaire à des restrictions d'eau. Donc ça, c'est un risque effectivement très important. Et c'est une des 3 priorités hein, au niveau donc, de la coordination des France Chimie entre le national et le régional. Ça fait partie des priorités 2023 on va en reparler, que de travailler sur ce qu'on appelle l'efficacité hydrique. Hein. On préfère le mot efficacité au mot sobriété. Sobriété, ça veut dire voilà, baisser nos productions pour pouvoir consommer moins d'eau. Voilà, on a l'ambition de réduire nos prélèvements d'eau tout en continuant de développer nos activités. Hein, c'est le projet d'industrialisation, de réindustrialisation du pays. Il faut qu'on soit vraiment tous dans cette dynamique. On commence à voir hein, des nouveaux arrêtés préfectoraux. Madame parlait d'un cadre national, mais déjà, on a des nouveaux arrêtés qui sont pris actuellement vis-à-vis de certains industriels qui sont des gros préleveurs d'eau, avec effectivement... en cas de stress hydrique, des baisses de production, enfin des baisses de consommation d'eau de moins 25 à moins 30%. Donc tout ça, effectivement, c'est du court terme, mais à moyen long terme, il faut vraiment qu'on progresse, qu'on travaille sur l'efficacité hydrique. On va y revenir. On va y revenir. Oui. On va y revenir. Merci. Jean-Yves, est-ce que cet épisode de sécheresse... Micro, hein. Ouais, oui, ah ben oui. On en a un qui marche. Il faut le tenir en haut, mais ça se passe bien. Oui, compte tenu de cet épisode de sécheresse en 2022, est-ce que ça a été l'occasion d'une impulsion pour Arkema et quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées? Alors, en 2022, cet épisode de sécheresse, ça n'a pas été vraiment une impulsion à proprement parler, parce que Arkema avait initié dès 2016 une démarche dans le monde sur l'ensemble de nos sites d'optimisation de l'usage de l'eau sous tous ses aspects, sous l'aspect bien sûr de conformité réglementaire, mais aussi d'excellence opérationnelle, de réduction de l'empreinte environnementale et dans le cadre d'un développement durable. Et en particulier, depuis 2019, on s'intéressait de très près au stress hydrique dans lequel les sites étaient impliqués, dans les régions où ils sont implantés, et en particulier en tenant compte de la projection future de ce stress hydrique avec le changement climatique. Donc sur cette base-là, on connaissait déjà assez bien nos consommations en eau, nos usages de l'eau, et surtout on était en mesure de comparer les situations entre des sites qui ont des productions similaires ou identiques dans différents pays du monde. Donc on était en mesure de bien savoir quel était le potentiel de progrès. Néanmoins, ça a été quand même un révélateur, puisque dans le cas d'Arkema, la France, c'est environ un petit quart du nombre des usines et grosso modo également de l'ordre d'un quart de la production en volume. Mais par contre, c'est près de 70-75% du volume d'eau utilisé dans le monde. Donc en fait, il y a une assez grande différence entre les sites français et en particulier les plus grands et les plus anciens de nos sites et les sites dans d'autres pays européens ou des pays asiatiques ou nord-américains. Et donc, en ce sens, ça a été un petit peu une révélation pour nos sites français qui vivaient généralement depuis des décennies dans une situation où l'eau, c'était une ressource forcément abondante, sans sujet, qui allait de soi. Et à la fois de par l'historique de la conception de ces sites, mais aussi de par cette situation, cette culture que ça donne, l'eau n'était pas vraiment présente très haut dans les priorités. Et là, en ce sens, 2022, ça a été un choc, mais ce choc, très rapidement, on a pu le convertir en une opportunité de progrès,
parce que, grâce aux comparaisons, on était en mesure de dire ailleurs, on sait faire mieux, il y a un potentiel de progrès, et ça a conduit en fait à anticiper, accélérer des actions qui existaient déjà ailleurs. Merci. Bon, on a une séance sur les solutions, donc on va passer cette première étape. Deuxième étape, donc c'est le plan du gouvernement eau qui était sorti au mois de janvier. Patricia, quelles sont les mesures clés qui ont été retenues, en particulier pour la partie ICPE, donc la partie industrielle, parce qu'il y a aussi d'autres aspects, mais plus spécifiquement pour la partie industrielle? On tente. Ah oui, il marche bien mieux celui-là. On a tenté de changer de micro. Alors, d'abord, c'est la première fois qu'un plan eau est présenté par le président de la République lui-même. Vous savez qu'il y a eu toute une série d'exercices sur l'eau ces dernières années. Il y a eu des assises de l'eau, on avait fait le Varenne de l'eau et l'adaptation au changement climatique pour les agriculteurs. Et là, on a un plan eau porté par le président, le premier chantier de planification écologique. Je pense que c'est vraiment un signe, on va dire, de l'importance de la mobilisation du côté de l'État. Et j'espère aussi du côté des autres acteurs. Alors, les principales mesures concernent l'industrie. Le déploiement de compteurs communicants, j'en ai parlé, c'est important pour mesurer ses consommations d'eau sur chacun des points, faire des audits et repérer les gaspillages, les fuites, enfin toute la consommation d'eau inutile. Et je suis persuadée qu'il y en a, y compris même peut-être dans l'industrie. La sobriété, alors j'ai entendu, mais... Bon, je vous propose de ne pas opposer sobriété et efficacité. Je pense que c'est un combat qui est un peu derrière nous. Ça m'a beaucoup rappelé les débuts du marché de quotas de CO2. Alors, quand j'étais jeune, à la DGPR, on a négocié avec la FEP une série d'engagements volontaires des branches professionnelles. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient connu ça, mais Philippe avait peut-être connu ça à l'époque. Et au départ, les industriels nous disaient, oh là, faut pas parler de CO2 en quantité absolue, mais il faut parler d'efficacité à la tonne produite. Ça reste vrai. Et puis, on a été rattrapé par l'histoire. Le CO2, c'est une position globale, et au bout d'un moment, il faut bien parler de quantité de CO2 émise, sinon on ne va pas très loin. Et sur l'eau, ce sera le même sujet. Il y a une ressource en eau qui est finie, qui est en quantité, qui malheureusement se réduit avec le changement climatique. Et donc, à un moment donné, même s'il est très pertinent et important dans les plans de sobriété, je pense que vous le ferez, de rapporter aux tonnes produites ou à d'autres indicateurs en termes de production pour identifier les meilleurs standards, les meilleures techniques disponibles, l'objectif, on va dire, pour une technologie ou un secteur d'activité. Autant à la fin, quand même, la sobriété, ça va se calculer en quantité d'eau économisée. En tout cas, économisée sur les prélèvements. Voilà. Donc, vous avez vu que le cap fixé par le président, c'est moins 10% d'ici 2030. Cet objectif de moins 10%, il existait déjà dans les assises de l'eau précédentes et il devait s'appliquer en 2024. Personne ne l'avait tellement mis en œuvre, si je ne me trompe pas. Donc maintenant, il existe toujours. Il est reporté en 2030. Alors oui, la chimie a réduit ses prélèvements, j'ai bien entendu. Mais, source ministère de l'Environnement. Source ministère de l'Environnement, mais il faut regarder aussi la réduction d'activité. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Pardon. Moins 10%. Alors, le cap fixé par le président de la République est de moins 10% d'ici 2030 et je suis certaine que vous pourrez y participer. Et donc, vous avez vu que le président a demandé au ministre de réunir les secteurs d'activité. Donc, peut-être que le collègue de la DGE sait quand est-ce que ça se fera pour l'industrie, parce que moi, je ne le sais pas. Mais en tout cas, le ministre de l'Industrie et le ministre de la Transition écologique devraient réunir les branches avec une attention particulière aux 50 sites les potentiellement susceptibles de réduire le plus leur quantité d'eau prélevée. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, je n'ai pas la liste, mais le collègue de la DGE l'a peut-être. Voilà. Un point important qui était très attendu par les industriels, lever les freins, ce qu'on appelle les freins réglementaires, même si moi c'est comme vous, il y a des expressions que j'aime pas et c'est la notion de frein réglementaire. Enfin bon, lever les freins réglementaires à la réutilisation d'eau usée traitée, ou de manière générale aux eaux non conventionnelles, donc pas seulement les eaux usées traitées, mais les eaux de pluie, les eaux grises, enfin tout un tas d'eaux qui n'ont pas la norme eau potable, mais qui peuvent servir pour des usages qui aujourd'hui utilisent de l'eau potable inutilement, alors qu'on pourrait le faire sans ce niveau de qualité, on va dire. Et puis le recyclage, ce que vous faites sur beaucoup de sites déjà, circuit fermé, zéro rejet liquide à un moment donné, c'est un cap qu'il va falloir se fixer, mais je pense que vous en reparlerez. En tout cas, sur les freins réglementaires à la réhute, il y a vraiment des choses qui bougent. C'était attendu depuis 10 ou 20 ans. Il y a un nouveau décret qui est au Conseil d'État. Alors c'est pour l'industrie agroalimentaire, mais il y a un décret qui était déjà passé l'an dernier, qui va donner lieu à des arrêtés, qui va sans doute être révisé pour être resimplifié, pour accompagner tous les projets de réutilisation d'eau usée traitée. Avec un chef, vous avez vu qu'il y a tous les moyens ont été déployés. Il y aura un chef de projet, un guichet unique et un dispositif France Expérimentation. Tout ça rien que pour faciliter les projets d'eau usée traitée réutilisée. Et dernier point, un volet innovation important dans France 2030. Qui s'accompagne aussi d'augmentation des moyens des agences de l'eau, vous avez vu,
qui sont aussi destinés à aider les sites industriels. Et je suis là aussi pour vous rappeler que le dispositif d'agence de l'eau est ouvert aux entreprises, qu'on a un peu baissé les aides ces dernières années faute de projets, et que donc on est dans les agences de l'eau très ouverts aux projets de l'industrie pour améliorer de manière générale l'adaptation au changement climatique et pas seulement la baisse de consommation ou de prélèvement d'eau. Voilà. Merci. Frédéric, tu nous as dit que 20% des industriels avaient déjà engagé des mesures d'amélioration. Ce plan eau, quels sont les points positifs à tes yeux et puis les points de vigilance? Oui, donc d'abord je voulais dire que la profession accueille vraiment très positivement ce plan eau, hein, donc on est vraiment complètement partie prenante de ce plan et on le voit vraiment comme une opportunité de progrès et de durabilité, c'est important à signaler. Alors quels sont les points positifs? Patricia a tout dit, hein, presque. J'allais dire les évolutions réglementaires. Oui, bien entendu, la réutilisation de l'eau, c'est une bonne idée. Il va falloir la transformer partout où c'est possible. Il y a quelques contraintes malgré tout, mais à nous de travailler sur ces sujets-là, très clairement. Je voulais citer une évolution réglementaire positive qui est également l'autorisation de plus en plus accordée de réinfiltrer les eaux pluviales dans nos installations ICPE. C'est important, moyennant une bonne analyse de risque. Hein. Jusqu'à maintenant, ces eaux sont... Voilà, à cause de risques de pollution ou de contamination, ne sont pas réinfiltrés dans le sol. Aujourd'hui, moyennant une bonne analyse de risque, on arrive à obtenir l'autorisation de réinfiltrer ces eaux. C'est important aussi, parce que ça agit positivement pour la nature. Et puis, les outils d'alerte et d'anticipation qui sont également... il existe EcoWatt, il existera demain EcoEau, donc qui nous permettra, comme vous l'avez dit, d'anticiper également. Les points de vigilance, en fait, je les ai déjà cités, mais je voudrais pacifier ce commentaire en disant qu'il faut qu'on suive immanquablement plusieurs indicateurs, quoi. Bien sûr, le prélèvement d'eau dans l'absolu, c'est important, mais si on veut se benchmarker, si on veut comparer les choses, il faut également le faire de façon spécifique et donc parler aussi d'efficacité. Je voulais juste rappeler ici et faire peut-être la différence entre prélèvement et consommation. Et encore dans prélèvement du milieu naturel rendu au milieu naturel, il faut à mon avis qu'on fasse la différence entre le prélèvement des eaux de surface qu'on rend dans les eaux de surface et le prélèvement des eaux souterraines qu'on rend dans les eaux de surface. Je crois que ça, ce sont vraiment des choses sur lesquelles il va falloir qu'on travaille. J'en discutais avec Jean-Michel. Chaque cas est un cas particulier. Il faudra regarder au cas par cas comment traiter et comment améliorer ces situations. Mais en tout cas, un accueil positif de la profession vis-à-vis de ce plan. Jean-Yves donc, a déjà fait un certain nombre de choses. Donc une grande expérience justement sur les actions déjà menées. Par rapport à ce plan eau, quelles sont les difficultés que l'on risque de rencontrer? Alors pour les sites qui ont déjà fait des efforts, mais pour les sites qui ont des efforts encore à faire. Alors, les difficultés qu'on va rencontrer, c'est déjà ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire tenir compte de la réalité exacte de la nature de l'usage de l'eau dans les sites et de l'environnement naturel, hydrologique autour. Il y a une très très grande différence en général dans les sites chimiques entre consommation réelle d'eau et utilisation d'eau. Donc si on s'intéresse juste au prélèvement, on peut passer un petit peu à côté de l'objectif. Et d'autre part, tenir compte aussi de l'historique, de la dynamique de progrès qui peut exister dans certains sites. Certains sites ont déjà fait des efforts depuis plusieurs années de réduction à la fois de leur prélèvement et de leur consommation. Et si à ces sites on applique les mêmes objectifs de baisse en cas de sécheresse, quelque part ils vont être un petit peu pénalisés. Certains des sites sont arrivés en fait à un espèce de niveau dur, je dirais, d'utilisation de l'eau qui est un peu incontournable. Et si on leur demande des efforts supplémentaires, là ça va créer des vrais problèmes. Mais néanmoins, il y en a d'autres où, bien sûr, il y a des progrès qui sont accessibles. Par contre, il y a une vraie opportunité, c'est ce qu'on a dit sur la réutilisation de l'eau dans nos usines, que ce soit en interne, bien sûr, mais que ce soit aussi des eaux typiquement de stations municipales traitées qui peuvent être utilisées pour certains usages, moyennant éventuellement quelques purifications. Mais dans cet objectif-là qui est louable, il y a nécessité d'avoir un acteur parce que l'industriel de la chimie, tout seul, il va lui être difficile de prendre des initiatives dans une zone industrielle ou vis-à-vis d'une station municipale. Quand on regarde ce qui se passe dans des pays qui sont
plus performants en termes de réutilisation de l'eau, comme à Singapour ou en Chine, on s'aperçoit qu'il y a généralement un acteur public ou parapublic ou soutenu par les autorités qui va faire œuvre d'identification de tous les points où on peut récupérer des eaux potentiellement réutilisables, qui va faire œuvre d'investisseurs et de financeurs des réseaux pour collecter ces eaux, éventuellement les purifier et les redistribuer aux utilisateurs. Tout ça dans un contexte réglementaire qui va forcément favoriser ou obliger des fois à utiliser ces eaux réutilisables par les industriels, au moins pour certains usages. Et donc, je pense que si on veut aller vraiment loin dans cette démarche, il faut qu'il y ait l'intervention d'un tel tiers acteur. Comme vous le voyez, Jean-Yves est déjà dans l'action. Je lui ai posé la question, est-ce quelles sont les difficultés? Ils vous disent, voilà les solutions qu'il faut déjà apporter. Merci Jean-Yves. On essaie déjà une bonne transition vers la dernière question, c'est maintenant les leviers pour renforcer la résilience de la chimie. On rappelle aussi qu'on peut bénéficier en France d'acteurs extrêmement experts en la matière, avec des industriels qui opèrent dans tous les grands pays. Donc on attend de leur part des solutions. Il y a un digne représentant dans la salle. Merci d'avoir accepté l'invitation. Patricia, qu'est-ce que vous auriez comme recommandation à nous faire justement par rapport à ce sujet en termes de priorité et justement aussi par rapport au conflit d'usage? Alors, moi j'ai déjà trop parlé, je vais aller très vite. Je pense qu'il faut s'intéresser à la gouvernance de l'eau. C'est-à-dire que vous avez, en termes de gouvernance de l'eau, beaucoup de choses qui existent. On est même un peu en avance sur la gouvernance de l'énergie, je pense, avec des comités de bassin au niveau, on va dire, des très grands bassins, il y en a 7 en France, mais aussi des comités de bassin très locaux sur les sous-bassins versants. Et là, il faut que les industriels, et notamment la chimie, entrent dans ces comités où on a beaucoup de représentants du monde agricole, beaucoup de collectivités, et c'est normal, et on a souvent du mal à trouver des volontaires parmi les industriels pour entrer, que ce soit dans les comités de bassin, dans les conseils d'administration d'agences de l'eau, dans les comités de bassin locaux, dans les comités départementaux sécheresse, qui s'appellent maintenant comités départementaux gestion des ressources en eau, qui se réunissent l'été pour justement regarder les mesures de restriction à appliquer, de quelle manière les anticiper. C'est là que ça se décide auprès des préfets, et vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est de participer à ces instances. Alors, c'est vrai que ça peut, c'est un peu time consuming, mais vous avez plusieurs niveaux d'implication. Hein. Vous pouvez vous impliquer beaucoup, un peu moyen, mais il faut s'y intéresser, je pense, à ces instances où beaucoup d'informations est donnée et beaucoup de dialogue et de concertation a lieu. Voilà, si j'ai un seul conseil à donner, ce serait celui-ci à ce stade. Oui, la nature ayant horreur du vide, il faut occuper le siège qui nous est offert. Voilà. Merci. Alors, France Chimie a lancé un autodiagnostic, parce que cette question-là, vous avez compris que ce n'est pas d'hier qu'on l'avait prise en compte. Donc, un autodiagnostic de façon à ce que chaque exploitant puisse savoir quelle est sa situation et son niveau de maturité. Et juste par la suite, donc il a été lancé le 15 mars. Et la deuxième étape, c'est la rédaction d'un guide sur les meilleures pratiques avec des fiches très pratico-pratiques, de façon à ce que les industriels puissent les utiliser. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire en 3 mois, en 6 mois, et on ne fera peut-être pas face à la situation de cet été, mais ça y contribue. Frédéric, donc, par rapport à toutes ces actions, au niveau de l'ensemble des franches chimies régionales, comment tu penses qu'on peut s'organiser? Et puis les contacts locaux, parce que Patricia l'a déjà dit, et ça sera important au niveau des contacts, mais comment au niveau des conseils généraux, les mairies, etc., ça peut s'organiser? Oui, alors tu as cité, tu as précisé que j'étais président coordinateur des régions, donc je vais en profiter pour faire la promotion du programme et m'adresser aux présidents de région et aux SGDG qui sont dans la salle pour faire la promotion de l'outil OFSAT, hein, donc le Factory Self-Assessment Tool que tu mentionnais, Philippe. Si ma mémoire est bonne, c'est 46 questions qui permettent d'avoir des grilles d'audit par rapport à la maturité du site et également les enjeux. Et c'est quelque part une demi-journée de travail si on est bien préparé. Donc ça veut dire que c'est tout à fait accessible et c'est très riche d'enseignements. Ça permet de dégager des plans d'action, des plans directeurs, et ça permet aussi de nourrir la base de données de France Chimie. Et donc je fais la promotion du programme. Si vous pouvez effectivement faire dans vos régions la promotion de cet outil et convaincre un maximum de nos adhérents d'y participer, ce sera vraiment une très bonne chose. Après, au niveau des France Chimie régionales, notre rôle principal, ça va être de mettre en commun les acteurs. Hein. Il va falloir faire travailler tous les gens ensemble, les sites entre eux, j'y reviendrai peut-être, et puis rapprocher tous les acteurs. Patricia citait effectivement nos participations aux agences de l'eau, c'est important. Elle précisait que parfois il y avait des subventions qui étaient disponibles,
ne serait-ce que pour réaliser des études, pas uniquement des investissements, mais déjà des études. Donc ça peut être important et c'est important de signaler. Et puis promouvoir, voilà, par de l'animation locale, promouvoir toutes les solutions qu'on a citées. Je voulais citer une opportunité qui est de rapprocher notre approche, je dirais, de décarbonation de nos activités à celle d'économiser nos prélèvements d'eau. Parce qu'il y a un volet de la décarbonation qui est l'efficacité énergétique. Donc voilà, moins consommer de l'énergie, c'est forcément moins consommer ou moins prélever d'eau pour refroidir. L'intégration énergétique, c'est cela. Améliorer sur nos sites le retour des condensats, c'est forcément moins d'eau prélevée également. Et généralement, aujourd'hui, on a une situation où les économies d'eau ne permettent pas de payer les CAPEX, mais les économies d'énergie le permettent. Et je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire en approchant effectivement les réflexions de décarbonation de celles d'économie de l'eau. Et dans l'approche ZIBAC, il y a un volet réduction des prélèvements d'eau. Et il faut qu'on s'en saisisse. Merci Frédéric. Je crois que Jean-Yves, compte tenu de l'expérience que tu as pour la mise en place d'un certain nombre de plans au sein d'Arkema, comment s'organiser pour être le plus efficace possible par rapport à une situation, cette fois-ci, qui est de plus en plus critique? Alors, comment s'organiser? Je pense que d'abord et avant tout, il faut mesurer, il faut connaître, il faut bien identifier les situations de consommation, d'usage, de recyclage, de rejet d'eau en volume, mais aussi en flux de polluants ou en qualité, parce que ça influe beaucoup les possibilités d'optimisation. Et au-delà de mesurer, il faut surtout comparer, faire des benchmarks et le faire savoir aux usines, aux business units, aux organisations industrielles, pour montrer le potentiel de progrès qu'il y a, en allant chercher simplement quel est le best-of des pratiques, des technologies qu'on connaît déjà, qui sont en œuvre à droite ou à gauche, pour essayer de monter un petit peu tout le monde vers le haut. Donc ça me semble essentiel et primordial. C'est le préliminaire indispensable pour faire des progrès. Ensuite, il faut aussi montrer l'aspect complètement complémentaire avec les aspects énergie. C'est ce qu'on vient de dire. Il y a un espèce de nexus entre l'eau et l'énergie. Juste pour donner un exemple, parmi les différentes mesures qu'on fait chaque année, on essaye d'identifier quel est le coût de la fonction refroidissement. Pas seulement de compter les mètres cubes qui passent à travers le refroidissement, mais quel est le coût de fonctionnement d'une tour aéro-réfrigérante ou du pompage associé, etc. Et de calculer combien ça coûte en euros par kilowattheure et le comparer au coût d'achat de l'énergie. Et des fois, on voit des surprises intéressantes et on identifie, dans ce cas-là, des projets qui sont essentiellement des projets d'économie d'énergie, mais qui ont aussi un aspect volume d'eau. Et puis, d'une manière générale, il faut donner une valeur à l'eau et le regarder d'une manière assez large, non seulement connaître le prix d'approvisionnement de l'eau, mais qui généralement ne permet pas de justifier économiquement des capex significatifs, mais au-delà de ça, regarder quel est le coût complet de l'usage de l'eau, avec ses traitements internes de purification, etc., puis le traitement des rejets. Et souvent, on arrive à un ratio de l'ordre de 1 à 10. Dans le cas d'Arkema, l'approvisionnement, ça n'est qu'à peine 15% du coût complet de l'eau. Et puis au-delà de ça, pour s'intéresser à la problématique sécheresse, il faut changer un peu d'optique et gérer avoir une approche plutôt gestion de risque. C'est-à-dire combien ça va me coûter sur l'EBITDA de l'activité de manquer de tant de mètres cubes d'eau dans tel scénario de restriction. Et là, ça va permettre d'une part de se préparer au cas où, parce qu'il ne faut pas exclure la possibilité que ça arrive, d'avoir des vrais plans de délestage définis en commun avec les aspects business. Et puis surtout, ça va permettre de donner ce que j'ai coutume d'appeler le vrai prix de l'eau qui manque. Et là, on trouve généralement, dans les cas de figure qu'on a pu explorer, un ordre de grandeur qui est encore une fois supérieur. C'est-à-dire, pour le dire simplement, si le mètre cube d'eau coûte 1 euro à approvisionner, il coûte 10 à utiliser et il coûte 100 quand il manque.
Et à partir de là, en regardant des probabilités de scénarios, qui dans certaines régions peuvent être assez élevées, eh ben, on peut trouver qu'il y a des rentabilités pas ridicules du tout à avoir des CAPEX un peu innovants de recyclage, d'utilisation différente ou de résolution du besoin de refroidissement différente qui vont permettre d'échapper aux aspects négatifs du scénario de restriction. Donc d'avoir une approche vraiment très intégrée, exploitation industrielle et business, et in fine, c'est remettre l'eau au cœur de la définition du process et de l'optimisation des process. Donc l'efficacité hydrique, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour la santé de nos entreprises. Merci à tous les trois.